Quelques semaines avant mai 68, le secrétaire général de l'époque de la CFDT, Edmond Maire, disait que la grève générale était un mythe. Quelques jours plus tard, il y avait quasiment 10 millions de travailleurs et travailleuses en grève en France. Et en faisant une avance très rapide jusqu'à octobre 2015, au moment de la chemise arrachée à Air France, il y a Valls qui a fait un discours officiel où, je le cite, il disait d'ailleurs, comme l'ont souligné le président de la République et la ministre du Travail, le dialogue social, ce sont 35 000 accords d'entreprise tous les ans, 60% des plans sociaux qui font l'objet d'un accord, et un nombre de jours de grève, pour différentes raisons bien sûr, en constante diminution. Donc voilà pour Valls, quelques semaines, un petit peu comme Edmond Maire, quelques semaines avant la mobilisation, il disait quelque part que le conflit social, la chemise arrachée des Air France, c'était un coup de tonnerre quelque part dans le ciel serein du dialogue social. Donc il enterrait la combativité ouvrière un petit peu et la combativité sociale plus largement un petit peu vite. Bon, c'est après le mouvement qu'on a vécu, les 4 mois de mobilisation et dont les effets se font encore ressentir maintenant, ce retour de la combativité, personne n'a pu le nier. Bon, mais est-ce qu'une grève générale, est-ce qu'elle est possible? Est-ce qu'on est dans une période de recul, y compris de recul des luttes? Ou est-ce que c'est possible qu'on voit à nouveau une grève générale, quelque chose de comparable à mai 68? Et est-ce qu'on pense qu'une grève générale de ce type-là peut déboucher sur une révolution, sur un renversement du capitalisme? Je vais essayer d'expliquer pourquoi, au niveau de Daher, on répond oui aux 2 questions. Oui, une grève générale est possible, et oui, c'est possible, à certaines conditions évidemment, que cette grève générale elle débouche sur une révolution. Alors la première série de remarques que je vais faire pour introduire, ce sera pour essayer d'expliquer pourquoi, en tout cas à mon sens, pourquoi en réalité on est dans une période propice à la grève générale. Et dans une période de ce que Rosa Luxembourg appelait de grève de masse. Alors je vous rassure, je vais encore faire une citation, mais après il n'y en aura quasiment plus. Donc Rosa Luxembourg, en 1905 ou 1906, juste après justement une grève générale, enfin une situation révolutionnaire en Russie, elle a écrit une brochure sur la question de la grève générale, la grève de masse, et elle disait ceci: il est absolument faux d'imaginer la grève de masse, c'est l'emploi général de grève de masse un peu indifféremment, comme une action unique. La grève de masse est bien plutôt un terme qui désigne collectivement toute une période de la lutte de classe s'étendant sur plusieurs années, parfois sur des décennies. Donc c'est quand même très étonnant. Hein. Quand on pense grève générale, on pense tout le monde arrête de bosser au même moment. Et ça fait un tel choc que quelque part, ça permet de gagner des choses et ça permettrait peut-être de secouer, voire de faire chuter le pouvoir. Rosa Luxembourg, elle dit quelque chose de complètement inverse. Elle dit la grève générale, la grève de masse, c'est une période qui peut s'étendre y compris sur plusieurs décennies. C'est quand même très très étonnant. Pourquoi est-ce qu'elle dit ça? Et pourquoi c'est important de revenir sur ça? Eh bien, c'est bien comprendre que quelque part, les explosions sociales, les grèves générales, elles se déclenchent toujours dans des périodes de montée des bagarres, et c'est jamais justement un coup de tonnerre qui arrive du néant, qui surgit du néant. Donc pour essayer d'un petit peu réfléchir à ça, à partir de l'histoire, pour essayer d'éclairer le présent, en sachant bien évidemment qu'on ne peut jamais plaquer le passé sur le présent, on va essayer de revenir sur peut-être ce qu'il y a de plus proche de nous en termes de temps et d'espace, c'est-à-dire mai 68. Tout le monde a entendu parler de mai 68, et donc de revenir un petit peu sur cet épisode-là, ça peut peut-être j'espère, nous aider à réfléchir maintenant. Alors mai 68, ce qui est très intéressant en fait, c'est que, j'ai parlé de la citation d'Edmond Maire, mais il y a plein de gens qui disaient ça, la France s'ennuie, un éditorial du Monde je crois que c'était, je sais plus si c'était mars 68 ou octobre 67, mais en gros la France s'ennuie, voilà, il n'y avait pas grand monde qui avait vu venir mai 68, mais en réalité, ça venait de loin. Pour faire un petit peu l'histoire de ce qui s'est passé dans les années précédentes mai 68, il faut comprendre grosso modo comment ça s'est passé, on va dire l'arrivée au pouvoir de De Gaulle. Je ne vais pas revenir sur exactement les péripéties de 58, etc. Et ce qui est important de savoir, c'est que l'installation le 13 mai 58 du pouvoir fort gaulliste,
c'était un point, vraiment un point bas, il n'y a eu absolument aucune réaction, pas de grève, enfin, quasiment rien. C'était le point le plus bas, parce qu'en gros les organisations ouvrières étaient totalement désorientées, donc ils disaient « ah c'est le fascisme », et d'autres qui ont soutenu, comme les sociodémocrates de l'époque, qui soutenaient l'arrivée au pouvoir de De Gaulle. Bon. Mais à partir de 59, c'est pour essayer de comprendre d'où vient 68, hein, donc je vais faire une espèce d'histoire des années 60 en accéléré. À partir de 59, il y a une inflation qui devient galopante, c'est-à-dire que les accords, il y avait une espèce de politique contractuelle qui avait été menée pendant un peu plus de 10 ans par le patronat en France, pas qu'en France d'ailleurs, qui était de dire grosso modo aux ouvriers, vous acceptez des mauvaises conditions de travail, mais en échange vous avez des salaires qui augmentent et vous avez un pouvoir d'achat plus important qu'auparavant. Bon, mais avec les patrons qui commencent à lâcher la bride sur les prix et l'inflation qui commence, c'est une baisse du pouvoir d'achat qui contrevient à ces accords-là et qui du coup, petit à petit, l'état d'esprit des travailleurs va peu à peu changer et ça s'oriente vers la conscience lente et progressive de la nécessité d'un tous ensemble. Ce qui est intéressant, et je vais raconter les différents épisodes de ça, c'est que la tactique des syndicats ne va pas du tout prendre acte de ce changement d'état d'esprit, de la situation et de l'état d'esprit des travailleurs. Ils essaient absolument pas d'unifier les luttes, mais continuent à organiser des grèves et des actions de protestation exactement comme auparavant. Bon, localisées au coup par coup, de manière découpée. Mais de grève en grève, l'idée d'une épreuve de force générale, en fait, on peut la retracer. Et on peut voir qu'elle grandit petit à petit. Alors, c'est quoi les différents épisodes de ça? De la gestation, entre guillemets, de mai 60. Le premier tournant, c'est 1963. C'est-à-dire qu'en 63, De Gaulle change de braquet. Il s'était appuyé sur les syndicats pendant la guerre d'Algérie. À partir de 63, il se dit que quelque part, il faut restructurer un peu radicalement l'économie française. C'est qu'il faut, à partir de ce moment-là, premier accident en général, je ne sais pas si chose. L'idée, c'est de moderniser et réorienter l'économie française, auparavant très tournée vers l'économie coloniale, enfin vers l'économie, vers l'Europe et le marché commun. C'est des coupes franches dans l'économie avec des fermetures d'entreprises en série. Il s'attaque notamment aux mineurs, qui est un secteur, on va dire, qui est vu par De Gaulle et par la bourgeoisie comme un secteur arriéré, pas suffisamment moderne, etc. Ils ferment les puits, ils ferment, grosso modo, ils essaient de supprimer des centaines et des milliers en réalité d'emplois. Les effectifs commencent à diminuer, et là, les mineurs réagissent et votent la grève générale jusqu'à satisfaction. Elle est décidée le 4 mars 63. De Gaulle décrète immédiatement la réquisition des mineurs, c'est-à-dire l'intervention de l'État pour obliger les mineurs à reprendre le boulot. Et en réalité, ça échoue. Ça échoue, les mineurs ne gagnent pas, mais De Gaulle n'arrive pas à briser la grève. Et c'est là que c'est intéressant, c'est là qu'il y a le début du tournant. Les autres secteurs montrent qu'ils sont prêts à entrer en lutte. Après, il y a un appel à la grève de 15 minutes, c'est-à-dire qu'il y a une solidarité qui se fait ressentir dans la population, dans la classe ouvrière à ce moment-là. Et que font les syndicats? Ils appellent à un appel à 15 minutes dans le public. 15 minutes de grève. Et là, la SNCF, la RATP, EDF et toutes les grandes entreprises, la grève est massive dans le public, mais il y a aussi des entreprises privées qui participent massivement. Dans le Nord, la grève est totale. C'est le réveil, entre guillemets, de la classe ouvrière depuis 47-48. Bon. Et pourquoi c'est important cet épisode-là? C'est la première fois que De Gaulle est contesté. Les mineurs montrent que c'est possible de s'attaquer, avec le soutien, on va dire, d'un certain nombre de secteurs, montrent que c'est possible de s'attaquer à lui. De Gaulle ne renonce pas, il multiplie les contre-réformes sociales. Je ne fais pas la liste de tout ce qu'il a fait, mais en réalité, plein de choses. Je veux dire, le nombre de restructurations qu'a fait De Gaulle, par exemple, les préavis de grève dans le public, hein, pour les postiers dans la salle. Préavis, c'est De Gaulle qui le met à partir de ce moment-là, entre 63 et 68. En gros, du côté syndical, à peine la grève des mineurs est finie, que l'appareil de la CGT, pour répondre un petit peu à l'envie qui commence à y avoir de se battre, elle commence à refaire des grèves tournantes, hein, les secteurs les uns après les autres. Et c'est ça qui donne l'espace à De Gaulle pour mettre en place notamment l'affaire des préavis, toute une série d'autres réformes. Mais la méthode des grèves tournantes, elle est de plus en plus impopulaire. Et tout le monde en a marre, et ce qui fait que la CGT, qui commence à sentir ça, finit par lancer le 17 mars 1964 une journée interpro nationale de grève. Très très forte participation, mais pas de suite. Hein, toute ressemblance avec une situation actuelle, évidemment, n'est absolument pas fortuite.
Les dirigeants de FO, de leur côté, proposent une grève générale interprofessionnelle, mais refusent toute unité avec la CGT. Sous la pression de leur base syndicale, la CGT et la CFTC, parce qu'à l'époque, la CFDT, c'était la CFTC, ça, elle n'était pas encore devenue la CFDT, appellent à une manifestation des travailleurs du public le 2 décembre 1964. De Gaulle interdit la manif. Pareil, toute ressemblance. Bon. De Gaulle interdit la manif, et du coup, FO et la fédération en gros, la FEN, c'est-à-dire le syndicat majoritaire dans l'éducation, appellent toutes les corporations à une grève générale de 24 heures, le 11 décembre, quelques jours après. La CGT et la CFTC s'associent à l'appel à la grève, mais que dans la fonction publique, pour bien essayer de limiter, pour faire en sorte que ça déborde pas trop. Bon, mais l'aspiration tous ensemble à la grève générale est si puissante que la grève du 11 décembre 64 est totale dans les services publics et chez les fonctionnaires. Et sans y être rappelé, de nombreuses entreprises privées et des centaines de milliers de travailleurs du privé débrayent. Mais alors, on voit bien l'occasion. Le gouvernement interdit une manifestation des fonctionnaires. Les travailleurs montrent qu'ils ont envie de se bagarrer. Au lieu de saisir l'occasion, que fait la CGT? Elle relance à nouveau des grèves tournantes. Grève déroulant en SNCF les 18 et 19. Grève tournante dans les PTT, 20 janvier 65, FO, enfin les différentes fédérations de FO appellent à la grève, toutes les fédérations de FO appellent à la grève les 27 et 28 janvier. 2 jours de grève. Parce qu'il y a cette envie, de combattre. La CGT, la CFDT, la CGC et la FEN reprennent l'appel. Mais cette action, tout le monde se dit, il va y avoir une suite quelque part. 11 décembre 64, 27-28 janvier, c'est peut-être le point de départ de quelque chose. Et qu'est-ce que fait la bureaucratie syndicale pour imiter le mouvement? À la sécurité sociale, la CGT et la CFDT divisent, parce que maintenant la CFTC est devenue la CFDT, divisent la grève en deux, le 27 pour la région parisienne et le 28 pour la province. Ça, ils ne l'ont pas fait encore au XXIe siècle, c'est quand même pas mal. Le métro, l'enseignement public, les cheminots sont appelés à débrayer le 27, l'EDF le 28. Du coup, on passe d'une participation de la grève 80% à 40%. Parce que bien sûr, on dit ça ne sert à rien si on fait grève les uns derrière les autres. Bon. Et en conséquence, cette aspiration tous ensemble, qui commençait à se faire, elle se redisperse dans de très nombreuses grèves tournantes, partielles, émiettées, économiques pendant toute l'année 65. L'année 65, elle est marquée principalement, il n'y a plus cette dynamique de centralisation des conflits dans un affrontement avec le pouvoir, mais c'est une année d'élection. C'est la première fois que le président de la République est élu au suffrage universel en 65. Et là, la gauche, que fait la gauche? À l'époque, Mitterrand n'est pas au PS. Il fait partie d'une petite organisation centriste. Il faut quand même avoir en tête que c'est lui qui a condamné à mort, c'est un des principaux dirigeants de la guerre d'Algérie, qui a envoyé au poteau la torture et les exécutions, c'est lui. Bon. Donc, mais c'est lui qui est candidat. PS et PC s'alignent derrière une candidature unique de Mitterrand. Donc on voit bien que la politique des organisations de la gauche à l'époque, c'était pas du tout d'essayer de donner un débouché combatif, en particulier le PSU, qui était à l'époque l'organisation, on va dire, un petit peu de gauche radicale, s'aligne aussi et soutient Mitterrand. Bon. Quelque part, voilà, toute l'année 65, elle est autour de ça, et elle met un petit peu au second plan les conflits sociaux, mais quelque part, l'envie de se battre est toujours là. Et si vous voulez, en 1966, il y a de nouveau une dynamique d'appel à la grève interprofessionnelle. Le 17 mai, une nouvelle journée très 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 forte. Et là, au lieu voilà, la suite qui est envisagée, c'est 1er février 67. Voilà, c'est un petit peu pareil, c'est des grèves tous les 6 mois, qui est à nouveau bien suivi, mais pas de suite à cette nouvelle grève de 67 avant le 5 mars, après les élections législatives. Toute l'idée, c'est de dire on évite l'affrontement avec l'affrontement politique trop dur. Bon. Mais ce qui se passe, et c'est ça aussi, c'est l'autre tournant. 63, l'idée qu'on peut s'attaquer à De Gaulle, petit à petit, des grèves qui, en 64, se centralisent et en 65 qui se redispersent. 66, 67, on voit à nouveau ces grèves importantes au niveau interprofessionnel. Les directions syndicales essaient de décaler l'affrontement après les élections. Et en fait, il y a des grèves, bon, je ne vous fais pas le détail, mais il y a des grèves avec occupation. Il y a des grèves qui gagnent des augmentations de salaire importantes pendant les élections. Pendant les élections. Et c'est un nouveau cap qui est franchi, on va dire, au niveau de la conscience, au niveau des travailleurs qui se disent la lutte passe avant les élections.
Et quelque part, la goutte qui fait déborder le vase de 68, c'est les pouvoirs spéciaux. C'est-à-dire qu'en mai 68, ce qui est prévu, c'est l'ouverture du marché commun. Au départ, l'ancêtre de l'Union européenne, c'était 6 pays. Et l'abolition des frontières douanières entre les 6 pays, c'était mai 68, comme par hasard. Donc évidemment, le temps presse, il y a une grosse pression sur De Gaulle pour qu'il aille très très vite et très très fort dans les réformes, un petit peu quelque part, comme la pression qu'il y a sur Hollande, pour aller très très vite et faire des réformes, on va dire, pour rendre l'économie française compétitive sur la mondiale. C'était un peu le même type de pression qui s'exerçait sur lui. Et il se fait donner les pouvoirs spéciaux, c'est-à-dire la possibilité de décider par décret. C'est l'équivalent du 49.3. Et c'était voilà, De Gaulle dit maintenant, la sécurité sociale, tout, on décide, on passe même plus par le Parlement. Et c'est ça, quelque part, qui fait déborder le vase. Je ne vais pas vous raconter tout le déroulé, mais ce qui est intéressant, c'est que juste avant, toute fin, je ne sais plus si c'est février 68 ou décembre 67, il me semble que c'est février 68, l'appel à la grève, la pression, on va dire, pour qu'il y ait une bagarre est tellement forte que une seule journée de grève, en fait, personne n'y participe. C'est assez faible. Bon. Et tellement ça paraît pas crédible. Et en réalité, les mars 68, vous avez le mouvement étudiant qui commence à devenir très très fort. Et pendant tous les mois de janvier, février, mars, avril 68, vous avez plusieurs grèves avec des affrontements. D'abord dans le mouvement paysan, dans la région du Mans, à Limoges, à Caen, vous avez des affrontements avec les CRS très violents et qui en réalité étaient des signes avant-coureurs de ça. Et quelque part, c'est la répression du mouvement étudiant en avril et tout début mai 68, la fermeture de la Sorbonne, l'appel à la grève quand il y a des étudiants qui sont emprisonnés suite à la répression. Les syndicats étudiants et de profs de l'éducation appellent à la grève, et quelque part c'est l'étincelle. Mais on ne peut pas comprendre le déclenchement de cette grève générale sans toute cette montée de pression qu'il y a eu plusieurs années auparavant. Et cette histoire, quelque part, on ne la raconte jamais. Cette histoire, on ne la raconte pas. Quelque part, le mouvement étudiant n'a été que, on va dire, l'étincelle qui a ouvert cette brèche-là, c'est quelque part qui se cherchait vers un affrontement général. Bon. Je vous raconte tout ça pour essayer de comprendre la situation dans laquelle on est aujourd'hui. Quelque part, beaucoup d'entre nous ont été un petit peu dans cette même situation de ne pas voir les choses venir. Bien évidemment que ce qui s'est passé pendant 4 mois, ce n'était pas une grève générale. Enfin, je dis quelque chose qui est un peu une évidence. Mais quelque part, il faut essayer de comprendre d'où vient. De la même manière qu'on ne peut pas comprendre les 68 sans, on va dire, au moins ces 5 ou 6 années de remontée des luttes progressives et d'un affrontement et d'un mûrissement politique. Bon. Autant ce qui s'est passé quelque part cette année en 2016, en réalité c'est pareil. On ne peut pas le comprendre sans regarder attentivement tout ce qui s'est passé au niveau de la lutte de classe, ne serait-ce qu'au niveau de la France. En réalité, à mon avis, pour comprendre, il faut aussi regarder ce qui se passe un petit peu internationalement. On aura peut-être le temps de revenir là-dessus. Mais si vous vous souvenez un petit peu de ce qui s'est passé, enfin, juste pour rappeler, hein, tout le monde se l'est dit, ce mouvement-là, ça a été un mouvement plutôt d'une avant-garde large, c'est-à-dire d'une minorité qui était soutenue par la majorité de la population, mais d'une minorité, avec une classe ouvrière qui a été au centre de la vie politique. Tout le monde avait les yeux braqués sur les cheminots, sur les raffineries, etc. Une forte participation du secteur privé, ça aussi c'est quelque chose de notable. Un mouvement qui s'est levé contre un gouvernement de gauche par-dessus l'état d'urgence. Ça aussi c'est la première fois en fait qu'il y a ce type de grève un peu massive et d'affrontement de mouvements sociaux longs et déterminés sous un gouvernement de gauche. Des étudiants qui s'adressent aux ouvriers, des syndicalistes radicaux, des liens militants qui sont construits entre différents secteurs, Nuit debout avec une certaine tonalité anticapitaliste, une grande manifestation le 14 juin, un FN qui est au deuxième plan, une nouvelle génération qui a montré courage et détermination. Voilà, tout ça on le sait, c'est pas exactement une grève générale, mais ça vient de quelque part. Ça vient d'où? Bon, en réalité, on ne peut pas comprendre ce mouvement-là sans en réalité une lame de fond de mobilisation qui a commencé au moins 2 ans auparavant. Si vous vous souvenez, à l'automne 2014, il y a un double phénomène qui commence à ce moment-là.
Donc je ne sais pas si ce que je vais vous raconter va vous paraître quelque chose d'absolument évident ou dont tout le monde se souvient, mais je pense que ça vaut le coup de rappeler ça, pour dire que quelque part, ça a été possible de le voir venir. Et on peut retracer les origines de ce mouvement-là. Automne 2014, il y a un double phénomène qui commence. Vous avez une forte montée des luttes sociales, mais très émiettées. Bon, un petit peu comme à certains moments dans les années 60. Et d'autre part, vous avez une assez forte contestation syndicale au sein de la CGT. Bon, je ne sais pas si vous vous souvenez, au moment de l'ANI, l'accord national interprofessionnel, absolument aucune contestation au niveau syndical. Et ça n'avait pas été accepté, y compris dans la CGT. Ça a commencé à créer des remous. Et il y a eu plusieurs congrès, plusieurs fédérations syndicales dans la CGT qui ont contesté leur direction dans la chimie, dans le commerce, dans les ports et docks, mais surtout au moment où il y a eu, vous vous rappelez, les révélations du canard enchaîné sur le pan. Hein, à ce moment-là, il y a eu 80 structures CGT, que ce soit des UL, des UD, des fédérations, qui ont, y compris publiquement, fait entendre leur protestation par rapport à ça, et qui disaient que voilà, le fait que le pan puisse se payer son appart avec des centaines de milliers d'euros, c'était le reflet d'une politique, c'était ça, c'était une conséquence de la politique d'un dialogue social, d'une collaboration avec le patronat. Bon. La direction de l'appareil CGT, ça avait été quand même une très grosse crise, si vous vous rappelez. Hein. Tout le monde en parlait, pas simplement dans la CGT. Bon. Et quelque part, la bureaucratie de la CGT a sauvé sa peau en sacrifiant un peu le mouton noir, en virant le pan, pour sauver le reste. Bon. Mais quelque part, il en est resté quelque chose de cette crise. Ils ont réussi à sauver l'essentiel, mais vous avez quelque part un début de radicalisation dans la CGT avec des fractions de la CGT à partir de ce moment-là qui commencent à prendre leur propre, à prendre une certaine autonomie, bon, à parler par elles-mêmes, ce qui va donner un petit peu cette logique double des positions de la CGT dans le mouvement. C'est-à-dire que vous avez une base de la CGT qui est au contact du renouveau des luttes qui est à partir de ce moment-là, et une direction qui n'est plus l'interlocuteur privilégié du gouvernement, hein, qui mise plus sur la CFDT, et qui du coup, pour le redevenir, et pour se replacer au centre du débat, va essayer de s'appuyer dans une certaine mesure sur ces mobilisations-là. Bon. L'attentat en janvier 2015 contre Charlie Hebdo met un coup d'arrêt à la mobilisation qui commence autour de la loi Macron. Ce n'était pas une grosse mobilisation, mais on sentait qu'autour de la contestation de la loi Macron, et avec les premières, on va dire, grèves émiettées qu'il y avait, première vague de grèves émiettées qu'il y avait un petit peu partout, dans un certain nombre de secteurs à ce moment-là, qu'il pouvait y avoir un début de convergence de ces bagarres-là. L'attentat contre Charlie Hebdo stoppe le truc. Et pendant plusieurs mois, on va dire que ça remet la question de la loi Macron et de la politique du gouvernement au deuxième plan par rapport à toutes les conneries réactionnaires. Mais quelque part, les conflits se continuent. Et ce qui est intéressant, c'est que vous avez une remontée des grèves. Pareil, je ne sais pas si vous vous souvenez, autour de novembre 2015. Début novembre 2015, il y avait plus sur la même semaine, c'est la semaine du 13 novembre 2015, vous aviez plusieurs grèves nationales de plusieurs fédérations, de plusieurs secteurs, dans la santé notamment. Et on discutait à ce moment-là, et c'était quelque chose de réel, d'une possibilité de convergence et d'un début, on va dire, on ne disait pas évidemment de la grève générale, une grève qui emporte tout sur son passage, mais on voyait bien qu'il y avait un phénomène de remontée des grèves quelque part, et qui commençait à s'exprimer au niveau national dans plusieurs secteurs, presque au même moment. Bon. Et ça, c'était la semaine du 13 novembre. Mais le 13 novembre, il y a l'attentat à nouveau au Bataclan. Le gouvernement et se saisit à nouveau de l'occasion pour tenter d'éteindre l'incendie social, l'état d'urgence, l'échéance de nationalité. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, le nombre de grèves, alors vous avez Jacques, vous savez, de Mulhouse, qui fait un système qui est très imparfait, mais un système de décompte des grèves qui est approximatif. Mais en gros, entre septembre et décembre, on passe d'une moyenne de 60 grèves et protestations par jour à 80, sous l'état d'urgence. Vous aviez une tendance à l'augmentation en réalité des conflits, dispersée, hein, mais une augmentation des conflits plutôt qu'une baisse. Bon. Et en réalité, si vous observez les conflits qu'il y a eu entre la fin 2015 et le début 2016, vous avez en fait deux phénomènes. Il y a le phénomène qu'on a tous remarqué, c'était les chemises arrachées, qui a été massivement soutenu. Pourquoi? Parce que ça correspondait à des expériences qu'on avait tous faites, d'humiliation, de faire chier et de faire plaisir, que pour une fois ça réponde en face. On est d'accord. Bon, tout le monde disait, nous on nous faisait la blague dans les bureaux quand on passait, toute la semaine après, c'est alors on arrache quand la chemise du chef d'équipe. Bon, il y a eu ça,
Il y a eu un petit peu après, en janvier, la condamnation des Goodyear en première instance, qui a aussi scandalisé beaucoup de monde, et ça a été le point de départ de toute la solidarité qui est autour de ça. Mais en réalité, vous avez eu, et ça a beaucoup été moins noté, des conflits très longs, très durs, victorieux, dans plusieurs secteurs. Secteur de la sous-traitance et de l'hôtellerie, qui ont gagné la réinternalisation, c'est-à-dire l'embauche dans la maison mère. Plusieurs grèves qui ont gagné ça, entre novembre et janvier. Et vous avez également plusieurs grèves, notamment une grève, à la clinique de Pont-de-Chaume, ça peut paraître rien du tout, mais vous avez plusieurs grèves, dont celle-là, qui gagne une augmentation de salaire de 300 €. Et vous avez plusieurs grèves victorieuses sur les salaires à ce moment-là. C'est la première fois depuis des années et des années que vous avez une vague de grèves, plusieurs grèves dans plusieurs branches différentes, dans plusieurs régions différentes, qui gagnent, vous avez aussi ça à Monaco, des augmentations de salaire très très fortes. Vous avez un nouvel état d'esprit en réalité. Et quelque part, toute l'éclosion et toute l'explosion, la loi travail a fourni un petit peu l'occasion à toutes ces colères-là de s'exprimer au même moment. Je parle déjà depuis longtemps, donc je ne vais pas forcément revenir sur l'ensemble des péripéties, l'ensemble des différentes phases du mouvement. Bon, la première phase, ça a été un petit peu le mouvement jeune, étudiant, vers lequel tout le monde regardait et qui a encouragé tout le monde à aller de l'avant. La phase nuit debout, la phase ensuite des secteurs, on va dire, plus traditionnels, plus privilégiés, on va dire, qui a fait grève, pas sur ses propres revendications, mais par rapport à la loi travail. Et ensuite, la dernière phase, plus dominée par l'affrontement, on va dire, par rapport aux interdictions de manifestation. Mais ce qui est important de comprendre, c'est deux choses. C'est à la fois qu'en réalité, le mouvement sur la loi travail n'aurait pas eu lieu sans ce début, comment dire, qu'on s'entende bien. Je ne suis pas en train de dire que mai 68 et le mouvement 2016, c'est la même chose. Et ce que je suis en train d'essayer de toucher du doigt, c'est que le mouvement de 2016 est peut être une étape vers une grève générale. Dans tous les cas, qu'il est indéniable qu'un processus pas linéaire, avec des avancées, des reculs, des victoires, des défaites, et de remonter des bagarres. Recul social, recul des luttes, c'est deux choses différentes. C'est pas parce que nos conditions de vie et de travail s'aggravent qu'il y a forcément mécaniquement moins de luttes. Il y a plus de luttes aujourd'hui. Et pas simplement plus de luttes, des luttes avec des revendications et un état d'esprit différent, plus offensif. S'il n'y avait pas eu cet état d'esprit chez une minorité, très clairement, pour l'instant c'est encore chez une minorité de la population. Mais s'il n'y avait pas eu cet état d'esprit, il n'y aurait pas eu le mouvement sur la loi travail tel qu'il a été. Et dans le mouvement sur la loi travail, on a eu plusieurs phénomènes qui se nourrissaient les uns les autres, et qui n'ont pas réussi, on va dire, à rentrer en résonance pour réussir à faire basculer une majorité. Et vous avez plusieurs mouvements en réalité. Ce qui se passe dans toutes ces grèves-là émiettées, qui ont continué pendant la loi travail. Vous avez toutes ces évolutions dans la CGT, et dans le mouvement syndical en général, le mouvement jeune, et le mouvement sur la loi travail à proprement parler, avec les manifs, avec tous ceux qui s'impliquaient en particulier sur ce mouvement-là. Voilà, les uns les autres s'influençaient, mais le vase n'a pas débordé jusqu'à une grève générale. Mais la deuxième chose qui est importante à noter, c'est que du point de vue de la construction de la grève générale, est-ce que oui ou non, il y a plus de gens aujourd'hui qui peuvent se fixer ça comme objectif? Oui, beaucoup plus. Beaucoup plus de gens qui peuvent se dire que cet objectif-là est celui qu'il faut se donner. Beaucoup plus de gens qui se connaissent, qui ont fait des expériences communes. Absolument pas automatique que ces personnes-là, dans le futur, agissent en commun. Ce n'est absolument pas automatique. Mais il y a beaucoup plus de possibilités pour des militants comme nous qui se donnent l'objectif de la grève générale et de la révolution. On peut parler de ça à beaucoup plus de monde. Et on a la possibilité de trouver un langage commun à beaucoup plus de monde. Bon. Et quelque part, c'est notre rôle, bon, je reviendrai là-dessus à la fin, de quelque part donner des perspectives, pas simplement dire aux gens rejoignez-nous, rejoignez le NPA, rejoignez Anticapitalisme et Révolution, même si c'est important de rejoindre le NPA et en particulier Anticapitalisme et Révolution. Mais on ne doit pas se contenter de ça. Toutes ces dizaines de milliers, on va dire, de personnes, peut-être centaines de milliers, qui ont envie que ça continue et qui se disent que la grève générale, c'est ça qu'il faudrait faire, il faut continuer à leur proposer d'agir avec elles, même si elles ne sont pas prêtes d'emblée à rejoindre les organisations révolutionnaires. Là, il y a des choses. Il y a évidemment, je ne vais pas venir en détail là-dessus. Le procès autour de Goodyear, c'est la prochaine mobilisation contre la loi travail, au niveau national. Et vous avez même, en région parisienne tout du moins, Hollande qui vient à Jussieu, là, il faut y aller. Il faut y aller.
Ça va pas forcément, ça va pas être comme les grosses manifs, mais s'il y a du monde qui y allait, s'il y avait du monde et pas que des jeunes qui y allaient, ça peut maintenir les braises un petit peu. Il faut souffler sur ces braises-là. Le 7 octobre, il y a aussi un appel à action, grève, mobilisation de la part de Solidaires. C'est tout petit, c'est pas grand-chose, mais oui, c'est une étape. C'est une étape et quelque part, la taupe qui creuse sous la terre, cette taupe, cette même taupe qui a creusé pendant les années 60 et que personne n'avait remarqué, elle est là. Et quelque part, ça fait une différence si on la voit ou si on la cherche, si on essaie de s'appuyer dessus ou si on y est nous aussi totalement aveugle et si on répète un petit peu trop, comme trop de militants révolutionnaires ou pas d'ailleurs, le rapport de force est négatif, rien de nouveau sous le soleil, c'est la même chose. Non, c'est pas la même chose. Il y a un processus qui est en cours, qui peut évoluer dans plein de sens, hein, y compris dans un sens négatif, de plusieurs manières par ailleurs, ça peut évoluer négativement. Mais notre rôle, c'est justement de comprendre qu'il y a cet état d'esprit qui est né suite à toute cette vague de fond depuis, on va dire, 2014, et qui s'est révélée un peu à elle-même, entre guillemets, en luttant ensemble, même si ce n'était pas réellement de manière complète commune, mais au même moment, j'ai envie de dire, pendant le mouvement sur la loi travail. Donc voilà, ça c'était la première chose que je voulais essayer de faire passer comme idée, de dire, une grève générale, ça ne vient pas de nulle part. Et quelque part, aujourd'hui, on est peut-être à une balise sur le chemin d'une grève générale possible. Bon, pas dans un recul qui s'éloigne de la grève générale, mais dans un premier ou un deuxième pas, disons, en direction de la grève générale. Deuxième élément sur comment les grèves générales, comment ça se passe. En essayant pareil de regarder dans le passé, mais cette fois-ci en regardant aussi d'autres exemples. Les grèves générales, il y en a qui se sont déclenchées, que ce soit dans des périodes de prospérité ou dans des périodes de crise. 68, c'est une période de prospérité. 1886 ou 1877 aux États-Unis, qui étaient les deux seules grèves générales à l'échelle nationale qui aux États-Unis, c'était dans des périodes de crise. Bon, on pourrait donner plein d'exemples, mais ce qu'il y a de commun, c'est que c'est dans des périodes d'offensive généralisée de la classe dirigeante pour restructurer pas simplement un aspect de ce qui peut être la vie, les conditions de travail et de vie, mais l'ensemble des conditions. Ça, c'est quelque chose d'important. C'est ça qui crée, on va dire, une communauté qui fait que tout le monde, à un moment donné, peut ressentir plus ou moins la même chose. Bon. Bon, quelque part, les grèves générales, elles se déclenchent dans ce type de période-là, et elles se déclenchent aussi de manière un peu... c'est pas une organisation qui appelle. Bon. Ça se déclenche. La manière dont ça se déclenche, c'est quasiment... Il y a un trait commun à quasiment toutes les grèves générales, c'est que c'est un groupe qui commence la grève, et vous avez une solidarité qui s'exprime, ou tout du moins le fait que le premier groupe se mette en route, qui d'un coup déclenche plein d'autres grèves. Mais très souvent, c'est des grèves de solidarité, le point de départ d'une grève générale. Plusieurs exemples de ça. La fameuse révolution de 1905 en Russie, elle commence à Saint-Pétersbourg, ça s'appelait Saint-Pétersbourg. C'est deux ouvriers de la plus grosse usine de l'époque, Poutilov, usine métallurgique, qui se font virer du syndicat, qui était un syndicat lié au régime. Et vous avez 12 000 ouvriers qui se mettent en grève. 12 000 ouvriers qui se mettent en grève à Saint-Pétersbourg, et toutes les travailleuses et les travailleurs de Saint-Pétersbourg se mettent en grève explicitement en solidarité avec, à chaque fois aussi pour leurs propres revendications. Tout le monde, comme tout le monde s'en est pris plein la gueule pendant des années, tout le monde a des comptes à régler, mais tout le monde dit on est en solidarité avec les travailleurs de Poutilov et avec les travailleurs de Saint-Pétersbourg, quand la grève s'étend partout ailleurs. À Moscou, c'est assez marrant, la grève se déclenche quelques jours après Saint-Pétersbourg. En fait, ça commence par des typographes, vous savez, les ouvriers de l'imprimerie qui s'occupent des caractères d'imprimerie, qui revendiquent le paiement des marques de ponctuation. Ils ne sont pas payés pour les points d'interrogation et les notes. Et c'est une grève là-dessus qui, pareil, fait que le feu se propage. Donc on passe des points d'interrogation à se battre contre l'armée et pour abattre le régime. Donc on voit bien quelque part que les grèves générales, c'est pas simplement des périodes de montée des luttes, parce qu'une montée des luttes, en Russie, il y en avait depuis 1896. Cette montée-là, avec ses avancées, ses reculs, mais c'est une étincelle qui met le feu aux poudres.
Bon, je pourrais donner plein d'autres exemples. Voilà, Auckland en 1946 aux États-Unis, c'est une grève. En fait, aux États-Unis en 1946, c'est la plus grosse vague de grève qui est connue aux États-Unis. En fait, c'est pas une grève générale nationale exactement, mais c'est plusieurs grèves générales dans plusieurs villes, dans quelques villes, des grèves générales régionales, on va dire. Bon, et à Auckland, la plus grosse grève générale régionale de l'époque, c'est des employés de magasins qui font grève, et en fait, les patrons des grands magasins les envoient des jaunes pour remplacer les grévistes. Et là, en fait, ce qui s'est passé, c'est que les autres salariés qui allaient au taf, parce que ça se passait tôt le matin, en voyant ça, les conducteurs de tram, de train et les passagers sont tous sortis pour aller se battre avec la police, et grève générale. Donc très souvent, c'est ce type de mécanisme qui est c'est la même chose dans le 68, c'est les étudiants et c'est quelque part un mécanisme de solidarité avec les étudiants, mais qui est une brèche par rapport à tout ce qui s'était accumulé entre guillemets comme matière explosive auparavant. Voilà. Donc, je ne sais pas si vous voyez où je veux en venir, mais ce qui est important pour nous, c'est quoi? Oui, un autre élément par rapport à tout ça, c'est que quelque part, le degré de... Comment dire? On a plusieurs exemples qui permettent de voir que le degré d'extension d'une grève, c'est pas quelque chose de complètement spontané. Le meilleur exemple qui illustre ça, c'est justement les États-Unis. C'est-à-dire que les États-Unis, vous avez une première grève générale en 1877, qui part des cheminots. Vous avez une deuxième grève générale en 1886. 1886, c'est la fameuse grève générale, je veux dire, avec des centaines de milliers de grévistes, pour la journée de 8 heures. C'est les premiers, les travailleurs états-uniens, à se battre pour la réduction du temps de travail de 8 heures et qui donnent l'exemple au mouvement ouvrier dans le monde. Et suite à laquelle il y a des exécutions des martyrs de Haymarket et que le 1er mai est instauré comme journée internationale des travailleurs. Bon. Mais après 1886, vous n'avez plus jamais de grève générale aux États-Unis. Pourquoi? Parce que, quelque part, vous avez une destruction, je simplifie un petit peu, mais grosso modo, vous avez une destruction de la gauche ouvrière aux États-Unis en plusieurs états. Vous avez des grèves générales régionales en 1919, après la Première Guerre mondiale, directement brisées, avant que ça puisse s'étendre partout. Vous avez une série de grèves générales entre 1833 et 37, et 46, et depuis plus rien. 1877-1886, aux États-Unis, vous avez un réseau militant, des organisations ouvrières indépendantes présentes dans l'ensemble du pays, en tout cas dans tous les centres industriels. Pareil pour 1886. 1919, ça se fait briser. Dans les années 30, ils étaient déjà pas mal affaiblis aussi, et après le macartisme, c'est terminé. Le degré j'ai envie de dire, de possibilité d'extension, les grèves générales ne s'étendent pas non plus toutes seules. Ça dépend aussi de décisions. C'est pas d'un coup, il y a comme vous savez, les films où il y a un virus qui se répand, puis là, tout le monde devient fou. Bien évidemment, comment dire, il y a le facteur subjectif qui compte. Et du coup, l'état, on va dire, de préparation, l'état de force, on va dire, du mouvement ouvrier, des différentes organisations de lutte compte par rapport à tout ça. C'est pas un phénomène purement spontané. Ce qui est important pour nous de comprendre, je pense, aujourd'hui, c'est qu'on est dans une situation qui est pas simplement favorable du point de vue de la situation en France, mais si vous regardez, par exemple, une des conditions dont je parlais pour les grèves générales, c'était une offensive de la classe dirigeante. En fait, l'offensive, elle a lieu depuis 40 ans, partout dans le monde. Et auparavant, on va dire la situation en Égypte et en France, vous viviez dans deux mondes différents. Le type de problème, le type de lutte étaient des luttes totalement différentes. Aujourd'hui, on va dire que ça se ressemble. La vie en Égypte, la vie en France, la vie dans l'État espagnol se ressemblent. Et c'est bien pour ça que l'occupation des places, elle a été inventée en Égypte, exportée dans l'État espagnol, puis dans les États-Unis. Il y a un début de convergence des formes de lutte, y compris d'extension même, y compris des phénomènes de lutte, parce que les conditions de vie, sous les coups de boutoir de l'offensive de la classe dirigeante, deviennent semblables. Pourquoi quels sont aussi les obstacles à une grève générale? On les connaît tous.
On les connaît absolument tous. On sait très bien que la répression est forte, mais dans les années 30, aux États-Unis, la répression était beaucoup plus forte. Et pourtant, il y a eu des grèves générales. Bon, comment dire, bon, je ne vais pas vous faire la liste de tous les obstacles, on les connaît par cœur. Mais par contre, il n'y a jamais eu une classe ouvrière aussi nombreuse à l'échelle mondiale. Il n'y a jamais eu, on va dire, une convergence, c'est ce que j'ai expliqué juste avant, des types de problèmes, peut-être plus fortes aujourd'hui qu'auparavant. Bon, donc quelque part, en résumé, avant de passer à la deuxième partie de l'exposé, la deuxième et dernière partie avant la conclusion, qu'est-ce que ça veut dire pour nous une grève générale? Une grève générale, c'est quelque chose qui s'inscrit dans une montée des luttes. Ça fait face à une volonté de restructuration globale de la classe dirigeante. C'est déclenché par un événement qui généralement est imprévisible. L'extension, la possibilité d'utiliser à fond les coups de colère qu'il peut y avoir suite à ces étincelles-là, c'est dépendant en partie de l'intervention consciente et de l'état du mouvement ouvrier. Et en dernier lieu, la situation actuelle comporte un certain nombre d'appuis importants, pas simplement en termes objectifs, pas simplement en termes de situation, voilà, on a plus ou moins les mêmes problèmes, etc., où il y a plus ou moins de force de la classe ouvrière, mais aussi subjectif. Vous avez aujourd'hui des leçons qui ont été tirées du mouvement en France, qui font, bon, c'est ce que je disais tout à l'heure, on a ce type de nouveaux points d'appui. Donc en gros, pourquoi j'ai insisté beaucoup sur tous ces aspects-là, c'est pour comprendre qu'il y a des points aveugles dans le type d'analyse fait très souvent dans les milieux militants, y compris à l'extrême gauche. Les points aveugles, c'est quoi? C'est l'aspect international. Vous avez une montée des luttes aujourd'hui à l'échelle, je ne dis pas une montée impétueuse qui va vers des grèves générales partout, non. On n'est pas sur un même rythme, on n'est pas sur un rythme aussi impétueux, aussi fort que les années 30, par exemple. C'est pas la même chose. Mais vous avez une montée des luttes malgré tout. C'est pas pour rien que vous avez là aujourd'hui, parce que vous avez vu Corbyn, le dirigeant réformiste de gauche, qui vient de gagner, je sais pas, dans le Labour Party. Est-ce que vous auriez cru que dans le Labour Party, un gars sur un programme, on va dire, de gauche, c'est un réformiste, hein, il fait 61%. C'est un peu étonnant. Sanders aux États-Unis, enfin voilà, on a même Syriza, la popularité de Syriza, même si bien sûr que la politique de Syriza était catastrophique. Mais on n'a pas simplement une montée des luttes, mais un début de mûrissement. Des millions de gens se disent ça ne peut plus durer comme avant. Il faut faire autrement. Et qui commencent à se battre par rapport à ça. Donc il y a un aveuglement par rapport à ça, je pense. Ça de ne pas comprendre que cet état d'esprit international, il a une influence sur ce qui se passe en France. Ça ne veut pas dire que les gens deviennent révolutionnaires, mais les gens en ont marre et ont envie de lutter, fatalement. Deuxième point aveugle, c'est les évolutions dans le mouvement ouvrier. C'est pas rien quand vous avez des fédérations entières ou des équipes qui auparavant étaient dans le giron du stalinisme, comme la CGT Goudière, qui se mettent à avoir une politique plus offensive que l'extrême gauche. Qui commencent à dire il faut lier toutes les bagarres, il faut se bagarrer, il faut arrêter de dire qu'on est condamné à la défaite, on peut gagner. C'est des phénomènes. Si dans des organisations qui sont particulièrement bureaucratisées, comme la CGT, comme les syndicats aujourd'hui, c'est des organisations bureaucratisées, pourtant elles commencent à évoluer vers la gauche. C'est qu'il y a quelque chose derrière. Et troisième point aveugle, c'est les formes de la conflictualité. Les conflits, à la Poste, nous on connaît ça depuis quelques années. C'est pas parce que les postiers ne sont pas du tout combatifs de base. En plus, on est dans des toutes petites unités. Franchement, comme condition objective pour se battre, c'est assez défavorable. Et vous avez des grèves de plusieurs mois. Et pas que dirigées par des révolutionnaires, hein. C'est là où ça devient fou. C'est pas juste parce qu'on est des oufs et qu'on fait des comités de grève et que... non, vous avez des grèves au guichet en ce moment même. Des guichets à Paris, grève 2 semaines. Bon, ces formes de la conflictualité, on ne peut pas juger ce qu'il y a dans la tête des travailleurs que parce qu'ils écrivent sur les tracts. Il y a ce qui est dit explicitement et il y a ce que les gens ont en tête. Et il y a quelque chose de plus que juste une augmentation des luttes, il y a un ras-le-bol un peu général. Voilà. Ni plus ni moins. Il n'y a pas encore d'idée révolutionnaire toute faite, mais il y a un ferment favorable au développement d'idées révolutionnaires pourvu qu'on intervienne dans un certain sens. C'est pour ça que je dis que le mouvement n'est qu'une étape. Ça peut reculer. Hein. Si personne ne propose de perspective, c'est pas sûr que ça continue à se développer dans le bon sens. Hein. Ça peut devenir totalement toto, ça peut se dissiper aussi. Voilà. Aucune fatalité. Donc pour terminer par quelques brèves remarques, j'ai vraiment insisté sur le côté
voilà, grève générale, pourquoi et en quoi aujourd'hui le spectre de la grève générale est déjà un peu là et encore pas complètement là. Bon. Je vais essayer d'un petit peu qu'on réfléchisse ensemble et qu'on discute de pourquoi pour nous la grève générale, et même la grève générale insurrectionnelle, une grève générale qui déboucherait sur une insurrection, pourquoi pour nous c'est un peu le modèle, en tout cas on va dire le type d'hypothèse comme ça qu'on verrait une révolution. Il y a plein de manières. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont vu la série Mister Robot. Est-ce qu'il y en a qui connaissent la série ou pas? Non? Oui? Non, la plupart non, c'est pas grave. En gros, je vous raconte vite fait. Mais c'est très intéressant. C'est un petit groupe de hackers qui détruit le système bancaire mondial en hackant l'équivalent de Apple et qui déclenche une crise énorme. Et il y a les manifs et tout. C'est assez marrant parce que, comment dire, voilà, il y a plusieurs manières, y compris voilà, dans l'imaginaire, les gens commencent à imaginer. Ils ont du mal à imaginer comment ça peut se faire de manière majeure. Il y a ce type de choses qui commencent à apparaître dans la culture. Bon, c'est pas non plus tout à fait un hasard. Mais nous, on n'imagine pas que ça va être un petit groupe comme ça qui va, de héros ou de pas héros par ailleurs, qui va prendre l'assaut avec des fusils tout seul l'État. C'est dans le cadre d'un mouvement majoritaire. Et pour nous, la grève générale, c'est peut-être le meilleur point de départ ou point d'arrivée, j'ai envie de dire. Mais en tout cas, un bon pont vers, on va dire, une prise du pouvoir qui ne soit pas celle d'une minorité mais d'une majorité. Pourquoi et comment? Si on veut que la grève générale, parce qu'on pourrait me répondre, on a été sympa Xavier, mais en fait 99% des grèves générales, il y en a eu plein. 99% des grèves générales dans l'histoire ont échoué. Absolument pas débouché sur une révolution, et c'est vrai. Mais on est très souvent, on est arrivé très près. Pourquoi? Et comment on peut essayer la prochaine fois, entre guillemets, de ne pas rater le but? Parce que quelque part, mai 68, bon bah, il y a eu une grève générale, mais s'il n'y a pas un plan, spontanément, ça ne débouche pas du tout sur la prise du pouvoir. L'État ne tombe pas tout seul. C'est même plutôt l'inverse. L'État se défend. Donc comment on fait? Alors, il n'y a pas de réponse. Alors rassurez-vous, il n'y a pas de réponse toute faite. Et je ne vais pas vous apporter le manuel du parfait petit transformateur ou transformatrice de grève générale en révolution, mais c'est pour essayer de voir dans quel sens on peut pousser. Premièrement, c'est l'auto-organisation. C'est-à-dire que bien évidemment, ce n'est pas du tout la même chose si vous avez, on va dire, des millions de grévistes qui font grève et qui restent à la maison, ou des millions de grévistes qui s'organisent en assemblée générale, qui élisent des comités de grève, qui se réunissent en AG tous les jours, qui élisent des comités de grève qui mettent en application les décisions, qui élisent des commissions dans lesquelles peuvent participer les membres de l'Assemblée générale. C'est un peu ça, notre modèle d'auto-organisation. Hein. AG, comité de grève, commission, avec une participation aux commissions des grévistes. C'est pas du tout la même chose. Pourquoi? Non seulement parce que, en termes d'efficacité de la grève, ça fait participer, c'est ça l'auto-organisation. C'est la démocratie, l'auto-organisation, mais c'est d'abord et avant tout l'efficacité. L'association au travail de la grève, c'est un boulot la grève. Pour ceux qui l'ont fait, une grève reconductible, c'est du boulot. Enfin, on l'a tous fait, c'est du boulot, hein, c'est pas du repos. Bon. Mais c'est quelque chose de très important pour construire le socialisme et le communisme. En gros, c'est dans ce type de situation, quand il y a des grèves générales auto-organisées, des grèves auto-organisées, et une grève générale auto-organisée encore mieux, qu'on peut dépasser la division du travail entre d'un côté ceux qui décident et de l'autre ceux qui exécutent. Là, tout le monde décide, tout le monde exécute. On peut petit à petit saper à la racine un des mécanismes de séparation des classes et de séparation entre les bureaucrates et les autres. Ça, c'est essentiel. Bon, mais je pense que je prêche un petit peu des convaincus sur l'importance de l'auto-organisation. Mais pour réfléchir ensemble, il ne suffit pas dans une grève, il y a une grève et dire ouais, c'est important, il faut faire une AG, il faut faire un comité de grève parce que c'est plus démocratique. Je peux vous garantir, enfin, on a peut-être fait l'expérience ou tout, c'est pas du tout évident. Et c'est pas l'auto-organisation, elle a toujours un but. C'est l'auto-organisation pour faire quelque chose. Je pense que ça, c'est quelque chose de très important. On ne s'auto-organise pas, on ne se dote pas de nouvelles structures d'organisation différentes de tes organisations traditionnelles, si ce n'est pas pour faire quelque chose de plus et de mieux. Je vous donne un exemple. Enfin, c'est pas la même chose s'il y a une grève générale pour l'augmentation des salaires, ou c'est pas la même chose de se battre pour des indemnités de licenciement, par exemple,
ou se battre pour une réquisition. Vous voyez? Bon. La réquisition, faut être nombreux à le faire. Réquisition, je dis ça par rapport à la situation actuelle. Là, vous avez Alstom qui risque de fermer. C'est quoi la solution? La solution, il n'y en a qu'une seule. Hein. Je veux dire, crédible. Qui soit à la fois crédible et qui aille dans un sens révolutionnaire. C'est de dire toutes les entreprises que les patrons sont en train d'essayer de fermer, sont incapables de maintenir les emplois, il faut exproprier les patrons en leur donnant 0 centime, on ne les indemnise pas. Et ce n'est pas simplement les transformer en service public, ça doit se faire sous contrôle des travailleurs. Les travailleurs, en assemblée générale, exactement comme pendant une grève, doivent avoir un droit de veto sur toutes les décisions. Sur les embauches, les licenciements ou pas, de toute façon pas un seul licenciement, donc non. Les cadences, les conditions de travail, c'est les travailleurs. Chaque décision doit être soumise à l'approbation, important doit être soumise à l'approbation des travailleurs. C'est ça la seule manière réelle de maintenir les emplois, c'est la réquisition sous contrôle des travailleurs de l'ensemble des entreprises qui aujourd'hui licencient. Ça, tu ne te bats pas avec ça juste avec un syndicat qui connaît même pas l'idée de la revendication, vous voyez ce que je veux dire. Il y a une autre manière d'essayer de dépasser le simple stade entre guillemets d'une grève, même si elle est très large ou même générale, c'est la grève active. C'est pas la même chose d'avoir une grève où on arrête de travailler et une grève où on utilise l'outil de travail pour soi-même. Alors ça là-dessus, à mon avis, il y a un danger, c'est de croire qu'il suffit boîte par boîte de faire fonctionner sa boîte pour exactement ce que tu faisais auparavant, puis chacun fait son petit, vend ses petites montres, vend ses petits trucs. Ça ne peut pas fonctionner comme ça. Par contre, ce qui est possible dans une grève, c'est que pour les besoins de la grève, de convaincre les salariés, les travailleuses et les travailleurs en grève que c'est utile d'une certaine manière et à certains moments de faire fonctionner l'outil pour la grève. Je m'explique. Par exemple, Nelly, pour ceux qui la connaissent, collègue d'Anières, factrice, m'a raconté qu'avant les grèves à la Poste, c'était des grèves actives d'un certain point de vue, c'est-à-dire que les courriers pour l'ANPE à l'époque, ils les envoyaient aux chômeurs. En gros, c'était grève contre les administrations et contre les boîtes, mais les gens qui étaient dans la merde, on leur donnait le courrier. Il y avait les facteurs contrôlaient le courrier eux-mêmes qui distribuaient. C'est étonnant pour nous. Et par ailleurs, c'est pas complètement étonnant. À la fin de la grève de 2010 d'Anières, il y a un petit épisode dont je vous le raconte parce que c'est des expériences vécues. Je parle sous ton contrôle, Brahim, si je dis pas de conneries, et le tien aussi, Gaël. Au moment de la reprise du boulot, la direction a essayé de dire vous distribuez tous les recommandés de la grève, c'est-à-dire toute une partie des courriers qui n'avaient pas été distribués pendant la grève, vous devez les prendre là maintenant. Et là, ce qu'ont fait les collègues, c'était le jour de la reprise, hein, si je ne me trompe pas. Hein. Bon. Le jour de la reprise, tout le monde a investi la salle de service particulier, c'est une salle qui traite en gros les recommandés et tous les objets qui ont un suivi, qui ont un numéro, et en disant ça date de la grève, ça non, c'est totalement interdit. Hein. C'est totalement interdit de faire ça. Et on dit, ça c'est les recommandés d'aujourd'hui, ok, ça on les distribue. Allez, dégage. Et le patron, les facteurs, ils étaient morts de rire, ils ont pris juste les courriers d'aujourd'hui, coupé leur courrier du jour, allez, dégage. Tout petit exemple de grève active. Imaginez une grève active, une grève générale plus une grève active. Bon, mais comment ça peut se passer? C'est ce que j'essaie de dire. Par exemple, les transports. Mettre en route les transports pour tous aller à la manif pendant une grève. Parce que si la grève des transports dure trop longtemps et tout le temps, ça désorganise les manifs. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, je détaille pas beaucoup plus parce que je parle déjà depuis longtemps. Mais l'idée d'une grève active, ça ne peut pas être chacun sa boîte. Quoi, hein. C'est on discute ensemble de dans quel but remettre en route la production pour la lutte. C'est la même chose que l'auto-organisation. L'auto-organisation en soi, les travailleurs s'en foutent. Et ils ont plutôt raison. Enfin, ils ont plutôt raison, non, ils ont tort. Mais il n'y a que des trotskistes pour avoir envie de faire l'auto-organisation parce que ça fait les soviets. C'est ce que je veux dire. C'est pas comme ça. Les gens ne font pas l'auto-organisation parce que ça fait les soviets. Bien sûr que nous, derrière, on a un but. Une grève générale, une grève totale. Des assemblées générales qui élisent des comités de grève. Des comités de grève qui se fédèrent, qui élisent leur propre gouvernement. Ben vous avez un double pouvoir. Le pouvoir qui vient de la mobilisation, qui vient d'en bas, qui vient de la classe ouvrière, qui fait face au pouvoir de l'État. Et les deux s'affrontent. Bien sûr que nous, on a ce schéma-là. Mais personne, à part une toute petite minorité, ne raisonne comme ça. Pour en arriver à cette idée, ça part des motivations de la bagarre. On pourrait avoir toute une discussion sur l'importance plus ou moins stratégique que peuvent avoir certains secteurs. Il y a des exemples qui sont donnés par quelqu'un comme Mandel, qui dit, il a raison, que la grève, y compris la grève active dans les secteurs des télécommunications, est très importante. Par exemple, ça c'est une anecdote assez intéressante, en 68,
Il n'y a qu'une seule intervention militaire du gouvernement. C'est pour reprendre en fait, une antenne de télécommunication. Parce qu'en fait, le gouvernement ne pouvait même plus communiquer avec les préfets. La grève était tellement totale, les secrétaires étaient en grève, les télécoms étaient en grève, ils ne pouvaient plus communiquer. Allô ils ne pouvaient même pas envoyer l'armée, parce que l'armée, ils ne pouvaient pas leur téléphoner. Ils étaient obligés d'aller... vous voyez, c'est pas possible. Bon, donc évidemment que la grève et la grève acte, imaginez, tu contrôles la télé. Et c'est vrai, de la télé se met un BFM. Les techniciens de BFM, pas les journalistes, il faudra les enfermer. Mais les techniciens de BFM prennent le contrôle. Ils disent, nous sommes en grève et nous appelons l'ensemble des travailleurs à... Bon, ça peut paraître de la fiction, mais c'est pas tellement ça. Ça aurait un effet désorganisateur en face et centralisateur de notre côté. Je me suis foutu un peu de la gueule de Mr. Robot, mais bon, y a toute une discussion dans la série sur les terminaux, des données, c'est vrai que, tu vois, le secteur d'Internet et le secteur des télécommunications aujourd'hui, c'est un domaine de lutte à part entière. Hein, bon, il y a même un film qui en parle, je donne peut-être trop d'exemples culturels, mais on peut en parler si vous voulez. C'est un film qui s'appelle Breaking News. Voilà, ça montre, c'est un bon film, c'est un film de gunfight entre les flics et les gangsters, et on voit les gangsters et les flics qui utilisent les télécommunications, mais comme un domaine de lutte, pas toute la lutte, mais un domaine. Bon, voilà, on pourrait parler de ça, c'est pas forcément l'essentiel aujourd'hui. L'important, c'est quoi l'essentiel? L'essentiel, c'est de comprendre que qu'une fois que tu as une grève, qu'une fois qu'il y a une auto-organisation, c'est jamais automatique de prendre la décision de renverser le pouvoir d'État et de dire le gouvernement tu dégages, la police on la détruit, l'armée pareil, et maintenant c'est nous. Ça, c'est jamais quelque chose d'automatique. C'est entre faire une grève, on va dire, même organiser le ravitaillement pour faire que les grévistes et la population à côté à manger, etc. C'est pas la même chose que de s'attaquer directement à l'État. Je vais donner quelques exemples pour essayer de toucher ça du doigt. Des exemples historiques. Exemple marrant, tragicomique. L'Angleterre en 1921. L'Angleterre, alors 21 en Angleterre et dans toute l'Europe, c'est vraiment une période de lutte très très forte. Et à ce moment-là, vous aviez ce qu'on appelait la Triple Alliance. Les trois plus gros syndicats, les métallos, les mineurs et les transports. En gros, s'ils décidaient de faire grève en même temps, le pays était à genoux. Il y avait y compris un gros mouvement de shop stewards, c'est-à-dire de délégués d'usines, quasiment des soviets, dans tout le pays. Et donc à ce moment-là, vraiment la bourgeoisie anglaise, si vous lisez les gens de l'époque, ils disent putain, on va se faire marave, ils sont plus forts que nous. Que fait Lloyd George? C'est un des gens très intelligents de la bourgeoisie anglaise. Il a appelé chez lui les trois secrétaires des syndicats, donc métallo, transport et mineurs, et il leur dit bon, on sait que vous êtes capable de paralyser le pays, vous êtes beaucoup plus forts que nous, et on sait même qu'on ne pourra pas utiliser l'armée contre vous parce que les soldats refuseraient de vous tirer dessus. Donc vous devez faire un choix. Je représente la majorité de la nation, du Parlement. Si vous êtes prêt à faire une grève générale contre la majorité de la nation et du Parlement, vous ne pouvez la faire que si vous êtes prêt à vous substituer à eux et à créer un autre pouvoir, une autre structure d'État que celle du Parlement du suffrage universel. Est-ce que vous êtes prêts? Vous imaginez tout à fait le type de réaction qu'il y a eu en face. Vous voyez, c'est par l'inverse. Il y a un autre exemple marrant, enfin pas marrant du tout non plus, qui illustre un petit peu ça aussi, que c'est pas la même chose d'avoir le pouvoir de faire grève et de décider de renverser l'État. Vous en avez plusieurs, je vais vous donner un qui est peut-être marrant. C'est l'Italie du Nord en 1920. En gros, toute l'Italie du Nord, qui est là où il y a les industries, les usines sont occupées et les ouvriers à Turin sont même armés. Donc ils ont une force énorme. La bourgeoisie italienne discute. Qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, comment il s'appelle? L'équivalent de Lloyd George, Giolitti s'appelle. Le mec dit, il convainc la bourgeoisie italienne, il dit on ne fait rien du tout. Ils sont absolument pas préparés. Ils ne savent pas quoi faire. On ne fait rien du tout. Et c'était très intelligent parce que les organisations ouvrières avaient tellement pas anticipé, ça blablatait des jours et des jours et des jours, puis ça a débouché sur rien. Alors que s'ils avaient envoyé l'armée contre les grévistes, ça aurait déclenché probablement, enfin peut-être une révolution. Donc quelque part, dans ces moments-là, l'initiative de l'adversaire et l'initiative de notre côté, c'est ça qui décide de tout. Je vais donner deux derniers exemples avant de conclure. Il y a eu deux moments en Allemagne, alors ça c'est encore moins connu pour nous autres, ça a été effacé des mémoires, mais y compris même dans nos propres formations, dans nos propres... on en parle très peu de la révolution allemande. Il y a eu deux moments
pendant la Révolution allemande, en gros entre 1918 et 1923, où la question du pouvoir a été posée, vraiment. Deux moments assez étonnants, enfin le premier est le plus étonnant, je trouve. Sans tout raconter, c'est pas facile, mais grosso modo, les sociodémocrates aident à écraser, on va dire, la Révolution allemande dans un premier temps, 1918-1919. Mais la réaction va tellement loin, ça va tellement loin qu'en réalité, les généraux, l'extrême droite, pour être un peu caricatural, on va dire la droite dure, une fois qu'elle a écrasé, on va dire, les révolutionnaires, elle cherche à écraser l'ensemble du mouvement ouvrier. Et là, vous avez un des principaux dirigeants syndicaux, un réformard de ouf, Leguien, qui dit il y a un putsch, en fait, qui est organisé par un général, le général Kapp. La grève est tellement totale en face de ça, c'est une grève totale. Les putschistes n'arrivent même pas à imprimer des affiches pour dire qu'ils ont pris le pouvoir. Tu vois, c'est pareil, ils sont grave dans la merde. Et il y a deux régions, bon, dans la plupart de l'Allemagne, c'est une grève passive, tout le monde rentre à la maison. Mais dans deux régions, si je me souviens, bon, dans deux régions, il faudrait que je retrouve lesquelles. Je ne sais plus. En Ruhr et dans la Saxe, les ouvriers s'arment. Et là, Leguien fait une proposition, il dit qu'il faut un gouvernement ouvrier. Je propose que les socialistes, les communistes, les syndicats fassent un gouvernement pour reprendre les choses en main. Et là, que fait le Parti communiste? Il dit traître. Voilà. Et il y a une occasion qui est manquée. Deuxième élément. Donc on voit que là, ça aurait pu déboucher et ça ne débouche pas parce qu'il y a une erreur dramatique qui est faite. Bon. Deuxième exemple, qui est parlant aussi. Pareil, je fais avance rapide. Mais grosso modo, les travailleurs allemands se relèvent des différentes défaites, il y a une énorme crise à nouveau en 1922-1923, et vous avez un parti communiste de masse, c'est la première fois quasiment dans l'histoire, après le parti bolchevique, vous avez un parti communiste révolutionnaire énorme, et en été 23, grève générale, déclenchée en bonne partie à l'initiative du parti communiste, pas complètement, mais il joue un rôle très important dedans, qui renverse le gouvernement de droite. C'est pas tous les jours que tu fais ça. Tu dis ce gouvernement c'est de la merde, grève générale, bon, et tu dégages le gouvernement. Et là, comment dire, là, le PC ne s'était absolument pas préparé à la prise du pouvoir. Bon, je raconte pas forcément l'ensemble de l'histoire, mais bon, parce que j'ai plus beaucoup de temps, mais c'est assez intéressant de voir qu'à ce moment-là, ça aurait été totalement possible s'il y était préparé. Mais comme il s'y était pas préparé, il laisse passer l'occasion. Je termine juste sur une question qui est celle de l'armement. On peut dire, bon, bah ok, on est en grève, on est auto-organisé, on se donne comme objectif, y compris de dégager le gouvernement, bon, mais qu'est-ce qu'on fait avec l'armée et la police? Et là, c'est pas juste une question de théorie, on voit bien que même aujourd'hui pour manifester, c'est un problème. Et d'un autre côté, on a une deuxième question, mais c'est un deuxième défi en fait, pour nous autres. C'est qu'on a des gens aujourd'hui, alors c'est des minorités, hein, clairement, hein, c'est pas beaucoup de gens, mais c'est des centaines, voire des milliers de gens, qui dans les manifs s'affrontent avec la police. Qu'est-ce qu'on fait? C'est une vraie question, ça, par rapport à ça. Qu'est-ce qui est important par rapport à la question de l'armement? Bon, c'est qu'en fait, c'est toujours une question politique. Ça se résout jamais de questions techniques. C'est pas est-ce qu'il faut prendre des lunettes, est-ce qu'il faut prendre du lacrymo, est-ce qu'il faut prendre des lance-pierres, est-ce qu'il faut prendre des boucliers, est-ce qu'il faut prendre des guns, à quel moment prendre des guns. Bien sûr que tout ça, il faut prendre des décisions sur ces questions-là. Mais la question elle est toujours politique. Je vais expliquer pourquoi. Je vais donner un exemple historique et je vais revenir à la réalité d'aujourd'hui. Exemple historique, si vous prenez la Révolution espagnole par exemple. La Révolution espagnole, c'est un coup d'état militaire, pareil. L'armée qui arrive et qui dit on prend le pouvoir. Vous savez comment ça a échoué? Grève générale. Les ouvriers à main nue qui ont empêché le coup d'état. Si tu prends sur le plan militaire, ils étaient perdants d'avance. Mais la grève était tellement énorme qu'ils ont réussi, à gagner. Bon. C'est toujours politique. C'est quand tu ne t'y prépares pas, Allemagne 23, même en ayant des armes, tu perds. Et politiquement, en étant préparé sans forcément avoir d'armes au départ, tu peux réussir à déjouer, y compris un coup d'état militaire. Bon. Donc là, qu'est-ce qui est essentiel? Ce qui est essentiel pour nous, c'est de comprendre que la confrontation, elle doit prendre une forme collective. Et elle doit prendre une forme d'autodéfense.
Qu'est-ce que ça veut dire concrètement aujourd'hui? Ça veut dire que concrètement, on ne peut pas éviter l'affrontement. Vous avez vu, il y a Guillaume, le camarade Guillaume là, du CCR, vous avez lu son témoignage, vous avez vu. Aujourd'hui, tu peux te faire dégommer par des flics pour rien. Donc je veux dire, même si on ne voulait pas, on ne peut pas éviter. On est obligé de se défendre par rapport à la police. Bon. Donc qu'est-ce qu'on fait par rapport à ça? On ne peut pas juste manifester tranquille. Enfin, je ne dis pas qu'il faut toujours aller à la tête des cortèges, quelle que soit la manif, tout le temps. Bon. On ne peut pas éviter ça. On ne peut pas en rester loin et dire ça c'est pas nous. On ne peut pas non plus être opportuniste vis-à-vis de nos amis autonomes et tous se mettre en noir, mettre des habits normaux sous le caouet noir et aller se taper avec des flics, parce qu'en fait ça ne sert à rien. Et c'est même contre-productif. Bon, on sait tous pourquoi c'est contre-productif. Bon. Mais, par contre, faire en sorte qu'on emmène nos collègues qui prennent le contrôle des manifestations, qui ne soient pas à l'arrière, mais à l'avant des manifestations, le plus possible. Pas non plus obligé d'aller te prendre une balle perdue, mais en tout cas, le plus proche possible. Le jour où ce sera des centaines ou des milliers de travailleurs ensemble en cortège qui seront en tête de manif, la police, elle aura un autre problème. Elle aura un autre problème. Faire face collectivement, c'est ça en fait, poser politiquement le problème de l'armement, parce que tu décides de à quel moment tu te dotes, de quels moyens. Tu as toujours le domaine minimum de l'armement, c'est les lunettes, ou c'est une forme d'autodéfense. Mais l'important, c'est ça, c'est d'y répondre politiquement. Donc pour conclure, vraiment pour conclure, c'est important pour nous, voilà. Si tu ne te prépares pas en gros à la possibilité d'une grève générale, qui à mon avis est une possibilité tout à fait réelle, difficile de se préparer à la révolution. Vous voyez ce que je veux dire? Et quelque part, aujourd'hui, la tâche qui est la nôtre, c'est d'essayer de faire ce que l'on peut à notre niveau. Bien sûr qu'il y a plein de choses qui ne dépendent absolument pas de nous, mais ce qui dépend de nous aujourd'hui, c'est de proposer, c'est évidemment nous construire, évidemment défendre nos idées, mais aussi de proposer une politique à ceux qui ont envie de se bagarrer. Ça, il n'y a pas grand nombre d'autres, y compris que notre propre camp, qui essayent d'avoir cette démarche-là. Voilà. Et c'est pas facile, c'est pas une seule chose. Il suffit pas de faire une AG interpro interlude, il suffit pas de faire ceci ou cela. Bon, mais avoir une politique commune avec des secteurs de la CGT comme la CGT Goodyear ou Infocom, fondamental. Être aux côtés, discuter avec les jeunes qui ont envie de s'affronter avec la police en leur expliquant que la politique à mener, c'est une politique d'élargissement et de se tourner vers la classe ouvrière, mais pas de l'extérieur. Bon. Au cœur de l'action avec eux, ça fait partie de ça. Mais c'est important, je pense, pour nous de tenir l'ensemble des bouts du puzzle, comprendre d'où vient l'explosion qu'on a connue, avec toutes ses limites, et comprendre d'où elle vient et du coup, les possibilités qui restent, parce que ce qui ne vient pas de nulle part peut continuer. Comprendre que dans ces moments-là, il faut mener une politique, parce que rien n'est automatique, ni la prolongation d'une vague de lutte, ni la transformation de cette vague de lutte en grève générale, ni même, bien évidemment, la transformation de cette grève générale en prise du pouvoir, mais évidemment le rôle du facteur subjectif et des initiatives qui peuvent être prises par des organisations d'extrême gauche. Et mine de rien, en France, l'extrême gauche n'est pas ridicule. Si elle menait une politique un peu offensive, on pourrait avoir une influence, du moins dans certaines situations comme celle qu'on a connue pendant plusieurs mois.